À San Francisco, les hippies continuent de reproduire mes œuvres de manière totalement illégale. J'ai reçu quelques exemplaires particulièrement affreux par le biais d'un ami qui vit là-bas. Je ne comprends pas pourquoi cette jeunesse complètement débridée apprécie autant mon travail. Et à force, je commence à trouver ça pénible. J'ai reçu des sets de table sur lesquels mes gravures avaient été reproduites. Ils se servent de mes œuvres sans me le demander et sans aucune gêne. J'ai rencontré Escher pour la première fois fin 1966, début 1967. J'étais à Londres dans mon appartement quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était un de mes amis, Eric Burdon, le chanteur des Animals, un groupe très connu à l'époque. Et il avait un livre à la main. C'était un des premiers livres sur Escher. Et je dois dire qu'il a carrément transformé ma vie. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai dit « Monsieur Escher, sans vouloir vous déranger, je suis anglais et je tiens à vous dire que je vous considère comme un très grand artiste. » C'était tout ce que j'avais envie de lui dire. Et là, il m'a répondu « Mais je ne suis pas un artiste. » Je n'en revenais pas d'entendre Escher me dire une chose pareille, parce que pour moi, c'était une évidence. Alors je lui ai demandé « Mais alors, qu'est-ce que vous êtes ?» Je suis un mathématicien. Et là, j'ai compris qu'il n'avait pas idée de sa renommée, ni pourquoi ses œuvres étaient aussi populaires parmi les jeunes. Hier, j'ai reçu la visite de 2 artistes anglais. Lui était habillé comme un clown, tout en bleu et rouge. Et elle portait de grands cercles devant les yeux. Ils m'ont apporté des fleurs. Ces petits gestes de sympathie sont certes agréables, mais je ne les comprends pas. Ils apprécient mon travail alors que je ne m'intéresse pas du tout à ce qui se fait aujourd'hui. Vous faites de l'op art. Je ne sais même pas à quoi ça peut ressembler. Cela fait des années que je travaille comme ça. J'évolue dans un univers bien énigmatique. Je suis né le 17 juin 1898, dans cette vaste demeure à Leeuwarden, aux Pays-Bas. Le palais Princeshof. Je suis venu au monde dans une famille de scientifiques. Et j'ai eu la chance que mes parents soient à la fois instruits et fortunés. Comme je suis de faible constitution, le médecin me prescrit un long séjour au bord de la mer, à la villa Grootkerkdön, une pension pour les enfants. C'est là aussi que je vais à l'école. Ma seule source de joie, ce sont les cours de dessin. Non que je sois particulièrement doué, mais ils représentent mes seuls moments de réconfort durant cette horrible période. J'ai toujours peur de ne pas être capable de suivre le rythme. Après le lycée, j'intègre l'école d'architecture et des arts décoratifs de Haarlem. Le professeur d'art graphique s'appelle Yesurun de Mesquita. Je lui dois beaucoup. Il décèle rapidement mes talents de graveur sur bois. Si bien qu'au bout du 3e jour, il m'a convaincu de changer d'orientation et de poursuivre dans cette voie. S'il n'avait pas parlé à mes parents, j'aurais suivi les cours d'architecture alors que je n'avais aucune envie de construire des maisons.
Je suis capable de travailler comme un forçat pendant une journée entière, mais le lendemain, je ne suis plus bon à rien. Ces jours-là, je tourne en rond dans ma chambre, je sens de grandes idées bouillonner en moi, et je n'arrive pas à les concrétiser. Je m'applique, par exemple, à dessiner des arbres. Le résultat évoque l'idée d'une procession. Une magnifique allée d'arbres qui viennent de très loin, s'avance à travers la campagne et, passé la dernière colline, se dresse devant nous, immense et menaçant. Une idée magnifique qui transparaît dans le dessin, mais qui est bien en deçà de ce que je ressens. Ce qui me console, c'est de savoir qu'aucun être humain ne parvient jamais à représenter une idée avec l'intensité qu'il éprouve intérieurement. J'aime dessiner dans l'église Saint-Bavon de Haarlem. Dès que je m'immerge dans les flots sonores de l'orgue, je suis submergé par l'émotion. Des rafales de vent faisaient vibrer les tuyaux, et une voix tonitruante proclamait la gloire de Dieu. Un jeune homme s'est étendu sur les larges dalles glacées du sol. Le vent s'est engouffré dans les tuyaux de l'instrument, au point que les piliers de l'église, pas plus que le jeune homme, n'ont pu supporter ce son plus longtemps. L'orgue est monté de plus en plus haut. Les tuyaux sont descendus du ciel jusqu'à la terre. Et le jeune homme a été aspiré par un souffle si puissant qu'il s'est élevé au-dessus des dalles et a été projeté dans le ciel. J'ai été admis en observation à l'hôpital. Mon gastro-entérologue juge mon état désespéré. Il ne me donne pas plus de 3 jours avant qu'on ne célèbre solennellement mes funérailles. Mais c'est peut-être un peu exagéré. Il me faut reprendre des forces afin de pouvoir partir en voyage. La première fois que j'ai vu l'azur du ciel au-dessus des collines de Toscane, il était bordé de sombres cyprès. Pour moi, le bleu de ce ciel est en tout point incomparable. Un bleu... mais un bleu comme quoi? Plus bleu que la neige est blanche et que le goudron est noir. J'aurais du mal à décrire l'émotion particulière que cette beauté provoque en moi. Mes pauvres yeux regardent, et mon piètre cerveau s'efforce de comprendre l'incompréhensible. Je me suis rarement, et peut-être jamais, senti aussi tranquille, détendu et apaisé que ces derniers temps. Mes mains s'activent et produisent une quantité de gravures étonnante. Je laisserai la postérité juger de leur valeur.
Je me suis écarté quelque temps de la gravure sur bois pour me consacrer au dessin. J'aimerais apprendre à mieux regarder pendant que je dessine. Mais c'est terriblement difficile. Prenez un fragment de rocher. Il est magnifique, mais il n'offre rien à quoi se raccrocher. Un rocher ne présente aucune forme qu'on puisse saisir. Il part dans toutes les directions. Et l'on ne sait pas par où commencer ni où finir. Et il n'en sort rien de bon. Quant aux petites fleurs des champs, pas question que je m'y attelle. Cela voudrait dire que j'aurais besoin de couleurs, et je ne veux pas en utiliser. Au printemps 1923, je séjourne à Ravello, un village haut perché, surplombant une mer azur aux vagues ondoyantes et écumantes. Un bel après-midi, dans le petit hôtel où j'étais descendu, 3 nouveaux clients viennent s'asseoir à ma table. Un monsieur, son épouse et leur fille. Yetta Umiker, 24 ans. Chassés de Russie par les bolcheviks, ils ont laissé là-bas tout ce qu'ils possédaient. La Russie a marqué la jeune Yetta de son empreinte, aussi bien physiquement que sur le plan psychique. Elle a souffert de la faim et vu trop de gens mourir. Elle exerce sur moi une forte attirance, tout comme l'aimant attire le morceau de fonte. Je décide tout d'abord de dissimuler mes sentiments, mais je ressens pour elle une telle attirance que la veille de son départ, le morceau de fonte perd toute faculté de résistance et vient se plaquer à l'aimant avec un bruit mat. Tandis que nous nous promenons, je lui ouvre mon cœur. Ce que tu as de plus beau et de plus tendre, outre ton cœur, ce sont tes mains. Elles m'effleurent. Tes longs doigts, comme ceux d'une voleuse, ont dérobé mon cœur. Pourquoi est-ce moi qu'ils ont choisi ? Mes parents se sont mariés à Viareggio en 1924 et l'année suivante, ils se sont installés à Rome. Ils y sont restés une dizaine d'années. Nous habitions dans une maison à 3 étages. L'atelier de mon père était tout en haut et nous vivions au 2e. Le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est l'odeur. L'odeur de l'encre, quand il travaillait à la presse. C'était fantastique. De nos jours, l'encre ne sent plus du tout aussi bon. Je ne connais rien de plus beau que de marcher à travers les vallées et les collines, de village en village, de me laisser pénétrer par la spontanéité de la nature. J'aime l'inattendu, l'imprévu, qui offre un tel contraste avec la vie qu'on mène au quotidien, à la maison. En voyage, tout me semble bien réel, mais en y repensant après coup, j'ai l'impression que tout n'était qu'un rêve. Quand je me remémore une odeur, une sensation ou un bruit, parfois l'émotion me submerge.
Ce qui me ravit par-dessus tout, c'est qu'on renonce volontairement au confort auquel on est habitué chez soi. Les désagréments, comme un lit rempli de vermine ou des repas de piètre qualité, font même partie de ce plaisir. Souvent, je m'imagine partir un jour en voyage avec mes fils. Pour les enfants, ce devrait être le comble du bonheur. La Fiera del Levante è una realizzazione superba di vari fascista. Durant les dernières années passées en Italie, j'ai été de plus en plus influencé par les idées fascistes et par la propagande. Je voulais participer à tous les événements fascistes avec mes amis. Si bien que quand j'ai eu 10 ans, mes parents ont décidé de quitter le pays pour éviter que je devienne un petit fasciste. Cet hiver-là, nous l'avons passé dans les montagnes suisses, dans cet affreux paysage blanc, plein de neige que je détestais. Je ne supporte pas cette couche blanche qui recouvre la terre. Un beau jour, j'ai eu l'idée d'écrire une lettre à une compagnie de transport maritime italienne dont les cargos longeaient l'Italie avant de rejoindre Valence en Espagne. Je suggérais que Ietta et moi puissions voyager gratuitement et en contrepartie, je proposais de faire des esquisses pour réaliser 12 gravures que je mettrais à disposition de la compagnie pour faire la promotion de ses croisières auprès des touristes. À ma grande surprise, je reçus quelques jours plus tard une réponse positive. À bord, je dessinais comme un forcené. J'étais parfaitement bien traité et recevais 1 litre de vin par jour. Je vivais comme un prince sur ce palais flottant qui, sans exiger de moi la moindre corvée, me déposait chaque jour dans un nouveau port. C'était fabuleux. À Valence, nous avons quitté le bateau pour entamer à nos frais un voyage de 3 semaines dans le sud de l'Espagne. À Grenade, nous avons visité l'Alhambra. Dans ce somptueux chef-d'œuvre architectural et aristocratique, nous avons passé 3 jours à copier des ornements avec exaltation. Les palais étaient remplis de visiteurs qui se massaient autour de nous pour nous regarder travailler. Ce qui m'a fasciné dans les mosaïques de l'Alhambra, c'est la découverte d'un motif qui se répète régulièrement en suivant un système précis. À Harlem déjà, je m'étais amusé à donner du sens à toute la surface d'une feuille de papier. Je veux dire par là que je ne m'étais pas contenté de simplement dessiner un portrait avec la pièce en fond, par exemple. Je voulais que l'espace qui entoure le portrait soit lui aussi rempli de sens et qu'il apparaisse comme un autre portrait. C'était une première tentative pour élaborer un système, mais à cette époque-là, je n'avais pas encore vraiment compris ce que je faisais. J'ai fini par me décourager et abandonner ces recherches. Je n'avais aucune expérience en la matière et ne pouvais compter sur l'aide de personne pour m'y aider.
les mosaïques de l'Alhambra reposent sur le même principe. Si ce n'est que les morts ne se servaient que de figures géométriques. Quel dommage que les morts n'aient jamais utilisé des formes reproduisant la nature, telles que des pierres, des poissons, des oiseaux, des reptiles ou des êtres humains. L'aspect figuratif est tellement important pour moi que je n'ai jamais pu aborder l'abstraction. Depuis l'Alhambra, ils sont rentrés en Suisse où ils ont retrouvé la neige. Pour mon père, il était hors de question de rester. Alors, ils sont partis en Belgique. C'était une époque agitée. Hitler venait d'accéder au pouvoir en Allemagne. Et malgré cela, c'est la période où mon père a réalisé ses œuvres les plus célèbres. C'est peut-être parce qu'il ne pouvait plus voyager aussi facilement. Il restait dans son atelier à créer et à explorer de nouvelles voies. J'avais quitté l'Italie. Je n'avais plus sous les yeux ses paysages et son architecture. Et je cherchais quelque chose d'autre pour les remplacer. Alors, j'ai imaginé de nouvelles images intérieures. Je me suis mis à travailler avec enthousiasme, en découvrant que je portais en moi des images très singulières qui ne demandaient qu'à sortir. J'étais en mesure d'exprimer des choses que les autres ne pouvaient concevoir. J'ai 40 ans, ce qui correspond chez la plupart des gens à la force de l'âge. Pour moi, cela représente la période la plus féconde de mon existence. J'ai montré à mon frère, qui est géologue, quelques motifs de tessellation. Ça l'a tout de suite intéressé, surtout d'un point de vue scientifique. Et il m'a dit que, sans le savoir, j'appliquais en 2 dimensions les principes de la cristallographie. Il m'a conseillé quelques lectures, pour la plupart des traités, mais qui m'ont paru trop compliquées, arides et théoriques. Pourtant, c'est grâce à cela que ma vision des choses s'est précisée. Et j'ai commencé à entrevoir les possibilités qu'offrait le quadrillage régulier d'une surface. Pour la première fois, je m'aventurais à créer des compositions qui, à l'intérieur d'une surface limitée, exprimaient quand même l'infini. Une file ininterrompue de personnages en 3 dimensions descendent un escalier. Petit à petit, ils perdent leur relief et se figent, s'aplatissent et s'intègrent dans le motif régulier. En remontant vers le haut de l'image, le motif se simplifie jusqu'à retrouver sa forme d'origine, un losange.
3 losanges blancs, gris et noirs forment un cube et prennent à nouveau du relief. Le cube se transforme en bloc de pierre, en maison, et de la maison sort une forme humaine, le personnage qui réapparaît pour que le cycle se répète indéfiniment. Le pavage qui recouvre le sol de la terrasse reprend le motif initial, le losange, et assure la transition entre les représentations en 2 et 3 dimensions. C'est l'idée qui régit toute la composition. Le paysage derrière les maisons est dessiné avec un maximum de réalisme, pour accentuer le contraste avec le motif mathématique qui occupe le bas de la composition. La gravure jour et nuit est construite sur un principe cyclique analogue. Le jugement de mes amis et connaissances me porte à croire qu'ils trouvent ces compositions bizarres et qu'ils ne savent pas quoi en penser. Cette réaction n'est pas de nature à me soutenir dans mon enthousiasme, ni à m'encourager à poursuivre dans cette voie. Je crains que les autres gravures ne déçoivent, parce que je ne recherche aucun effet esthétique, encore moins que dans Jour et Nuit. Mon intérêt pour les mathématiques est devenu tellement prédominant que je me demande si ma production relève encore de l'art et si elle peut faire l'objet d'une exposition. Enfant, quand j'étais dans mon lit, je m'amusais à faire des associations d'idées. Je cherchais, par exemple, à trouver un lien logique entre la lettre N et la queue d'un chien. On peut trouver 1000 combinaisons. N, nuage, ciel, oiseau, nid, branche, arbre, jardin, chien et queue. J'ai souvent joué à ce genre de jeu et au fond, ce n'est pas très différent de ce que je fais aujourd'hui. J'ai simplement trouvé moyen de donner une forme visuelle à ces idées. Une figure hexagonale, une alvéole de ruche, une abeille. Mais à cela s'ajoute un autre élément, l'imbrication directe des formes. Un poisson apparaît sur un fond qui se métamorphose en oiseau. Cet assemblage hétéroclite n'a aucune profondeur de champ. Cela reste un jeu d'enfant. Et les gens raisonnables pourraient bien n'y trouver aucun intérêt. Le meilleur outil pour représenter cette manie des associations serait le film d'animation. Dans un avenir proche, le film d'animation deviendra un moyen d'expression artistique de premier plan, qui se consacrera à des sujets plus importants que Blanche-Neige ou Mickey, bien que je ne dédaigne pas du tout ce genre. Bien au contraire, j'admire le talent de Walt Disney. Je rêve souvent de films que je pourrais réaliser. On y verrait les métamorphoses les plus incroyables. Hélas, il n'y aurait pas de public pour aller les voir. Les gens s'ennuieraient à mourir. Depuis que les Juifs ont été totalement exclus, je suis de plus en plus mal à l'aise quand j'expose mon travail. J'ai l'impression de tirer profit de la situation.
Sauf erreur de ma part, tous les artistes doivent devenir membres de la Chambre de la Culture pour avoir une chance d'exposer leurs œuvres. J'ai demandé à être radié de la société d'artistes Poulcry Studio et me suis retiré de l'Association des arts graphiques. Je pense que c'est assez explicite. Ici, à Barnes, je ne connais pratiquement personne. Je ne connais pas non plus la plupart de mes collègues artistes. Je m'accommode assez bien de la solitude dans laquelle nous vivons ici, mais j'aimerais quand même par moments avoir un peu plus de contact humain. À partir du motif de l'optimiste et du pessimiste, j'ai conçu une sorte de conte moral. Deux personnages, un blanc et un noir, se détachent de la surface grise de l'arrière-plan et s'avancent en relief dans la pièce. Chacun fait attention à ne pas tomber dans le trou creusé au centre, si bien qu'ils finissent inévitablement par se croiser au premier plan. Tandis que le pessimiste lève l'index en signe d'avertissement, l'optimiste l'aborde joyeusement et il se serre la main. Pendant ces années de guerre, mon père a dû s'occuper de sa famille et se charger du ravitaillement. Il n'avait pas le temps de faire autre chose. On avait une bicyclette branlante avec des pneus de fortune. Et je devais affronter le vent, la pluie et un froid glacial pour aller jusque dans l'Overijssel. Ces trajets m'épuisaient. J'ai vu tant de souffrances, je ne l'oublierai jamais. Mais j'ai réussi à préserver ma famille, malgré la mauvaise santé de ma femme. En revanche, je n'ai pas pu travailler du tout. Et c'est ce qui m'a le plus coûté. Après la guerre, je me suis retiré dans mon atelier. Mes fils étaient désormais en âge de faire vivre la famille. Ma femme était trop faible pour faire grand-chose, si ce n'est la cuisine. Enfin, je peux me remettre au travail. Ça me demande plus d'efforts qu'auparavant. Mon cerveau fonctionne un peu au ralenti, mais au moins je suis actif. Au départ, je n'avais d'autre intention que de m'intéresser à l'œil humain. Mais comme on voit toujours son propre reflet dans l'œil qu'on regarde, j'ai eu l'idée d'y mettre un crâne, en guise de variation sur l'autoportrait au miroir sphérique. Car, qu'on le veuille ou non, nous voyons tous la mort en face. Et elle aussi nous regarde. Mon Dieu, si seulement je pouvais apprendre à dessiner un peu mieux. Cela demande tellement d'efforts et de persévérance pour dessiner convenablement. Par moments, j'ai l'impression de devenir fou. Mes nerfs sont soumis à rude épreuve. Ce n'est vraiment qu'une question de ténacité, alliée à une autocritique constante et impitoyable. Pour l'essentiel, ça n'a absolument rien à voir avec le talent ou ce qui s'y apparente.
N'importe quel écolier un tant soit peu doué dessinerait sans doute mieux que moi. En revanche, il n'éprouverait pas ce besoin impérieux de concrétiser ses idées et de se répéter en serrant les dents avec obstination « Je ne sais pas comment faire, mais j'y arriverai ». Une simple flaque d'eau déclenche en moi des impressions inhabituelles. Sa forte puissance symbolique est une telle source de réconfort à chaque fois que, quand je vois le ciel se refléter dans l'eau, il ne me viendrait pas à l'idée de changer un seul détail de l'image que je découvre lors d'une promenade en forêt ou sur un chemin de campagne. Je n'avais pas l'intention de dessiner une flaque particulière sur un chemin précis, tout simplement une flaque, comme on en trouve partout dans le monde. Avec le temps, mon père a commencé à se faire connaître, surtout aux Pays-Bas. Un jour, un journaliste de Time Life a téléphoné pour demander s'il pouvait le rencontrer. Il est venu avec un photographe et ils se sont entretenus pendant toute une matinée. Après l'interview, mon père a expliqué que d'habitude, on le rémunérait quand il présentait son travail. Et il a demandé s'il pouvait se faire payer. Mais le journaliste a répondu « Non, c'est impossible. Mais attendez que l'article paraisse. Les effets ne se feront pas attendre. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'un seul coup, il a gagné de l'argent. Cette créature, Pedalter rotando movens cantroculatus articulosus, plus connue sous le nom de roule en boule, est née pour combler un manque. L'idée m'en est venue en faisant de la bicyclette. Je me suis dit, c'est absurde, je roule sur le sol grâce à ces roues et c'est beaucoup plus facile que de marcher. Dieu a oublié de créer la roue. Et il a aussi oublié de créer des animaux capables d'utiliser leur corps comme une roue ou un cerceau pour avancer. Je vais y remédier en inventant le roule en boule. Les détails biologiques sont encore en cours. Et l'on ne peut rien dire de précis sur son mode de reproduction. Dans cet escalier, 3 plans se coupent à angle droit. Et des gens sont présents sur chacun d'eux. 2 habitants de ces mondes différents ne peuvent pas se croiser sur le même plan, car ils ne partagent pas la même horizontalité ni la même verticalité. Ils peuvent toutefois emprunter le même escalier, mais certains ne peuvent que monter et d'autres que descendre. Aucun contact n'est possible entre eux, car ils vivent dans des mondes séparés et ignorent l'existence des autres. Je me suis plongé comme un fou dans l'impression de gravures anciennes. Il faut s'astreindre régulièrement à ce maudit travail. À moitié abasourdi par le son ininterrompu de la radio, je m'échine à ancrer ces plaques. J'adore la musique de Bach. Un court motif s'y répète de multiples façons, à l'identique dans différentes tonalités, énoncées dans un sens ou en miroir, un peu comme des formules mathématiques. Ces motifs ont beaucoup de points communs avec les miens. Eux aussi se répètent sans fin. Dans les 2 cas, on retrouve un rythme impérieux, une même quête de l'infini. Je ressens une telle affinité avec la musique de Bach que j'y trouve souvent une source d'inspiration. Un lien indéniable existe entre nous.
Je viens d'achever une nouvelle lithographie. Il n'a encore jamais réalisé une œuvre aussi étrange. Elle représente, entre autres, un jeune homme qui regarde avec attention une image qui le représente sur le mur d'une exposition. Comment cela est-il possible? Peut-être ne suis-je pas très éloigné de la théorie de la relativité d'Einstein. Je me suis efforcé d'expliquer aux visiteurs la gravure de plus en plus petit, mais je me rends compte que les gens ne sont pas réceptifs à la beauté d'un monde infini sur une surface définie. La plupart ne comprennent pas de quoi il s'agit. C'est bien triste, pour moi qui travaille déjà à une nouvelle version qui devrait largement dépasser la première. Bien qu'en théorie, le motif devienne infiniment petit et multiple à mesure qu'il se rapproche du centre, ce travail n'est que partiellement satisfaisant. Il reste toujours fragmentaire, car le motif se heurte toujours arbitrairement au bord de la feuille. Mais mon enthousiasme pour ce type de dessin et mon obstination à mener ces recherches finiront bien par me donner un résultat satisfaisant. J'ai découvert un dessin de Donald Coxeter, un mathématicien canadien, qui pourrait m'être d'un grand secours. Mais je ne comprends malheureusement rien à toutes ces formules kabbalistiques. Quels que soient les efforts que ça me demande, il m'est plus profitable de chercher à résoudre ces problèmes à ma manière, fût-elle maladroite. Un motif circulaire, régulier, qui tend de tous les côtés vers l'infinitésimal. Voilà qui est merveilleux. Nous atteignons ici la limite. Le monde entier est contenu à l'intérieur. C'est une tentative réussie pour visualiser l'infini, et elle marquera une étape importante dans mon parcours. Le fait d'élaborer un langage que pratiquement personne ne parle me remplit de tristesse et de mélancolie. Il ne fait que renforcer ma solitude. J'ai l'impression de n'être nulle part à ma place. Je suis trop bête pour être un scientifique. Et je ne suis pas non plus un artiste. Je flotte quelque part entre l'art et les mathématiques. J'ai démarré un nouveau projet de gravure avec un escalier qui, selon la façon dont on le regarde, ne fait que monter ou descendre. C'est une construction fermée, circulaire. Et pourtant, la perspective est juste. Un grand nombre de personnes l'empruntent dans les deux directions. Une partie d'entre elles monte les marches à l'infini, tandis que l'autre les descend de la même manière. Un dispositif tristement pessimiste que cet escalier, mais aussi très instructif et absurde. Les gens préfèrent largement parler de leur ascension plutôt que de leur descente.
J'ai été invité officiellement à un congrès de cristallographie en Amérique pour y faire une communication et présenter mon travail. Je me trouve dans une drôle de situation. Je ne possède pas la moindre compétence scientifique en cristallographie, mais visiblement, les membres de ce congrès apprécient mon imagination. Je pense donc que j'ai tout intérêt à y aller. Je ne connais pas de meilleur moyen de transport que de voyager sur un cargo pour jouir d'un peu de paix et de tranquillité. Pendant plusieurs semaines, vous n'avez aucune responsabilité à assumer, personne pour vous joindre par téléphone ou par courrier, et vous n'êtes même pas tenu de lire le journal ou d'écouter les informations. Vous retrouvez une disponibilité d'esprit qui vous permet enfin d'admirer ce qu'il vous est donné de voir. Vous vous mettez alors à contempler les variations infinies de l'ondulation des vagues et à regarder à nouveau les corps célestes, le soleil, la lune et les étoiles. Dans la chaleur de la nuit, vous pouvez vous étendre sur une bâche et, à l'aide d'une lampe de poche et d'une carte du ciel, vous pouvez aisément repérer les grandes constellations et apprendre leurs noms par cœur. Et la lune, tandis qu'elle me regardait d'en haut comme une grosse lampe au-dessus de la mer, j'ai été frappé par la distance qui nous séparait. Bouche bée d'étonnement, j'étais captivé par son silence, son apparente immobilité, sa position dans l'univers. Elle représentait pour moi un symbole, ou plutôt une manifestation de la gravité, qui n'est pas un concept ennuyeux, mais quelque chose qu'il nous est pratiquement impossible d'appréhender. En 1962, on a diagnostiqué chez lui, par hasard, un cancer de l'intestin. Et cette maladie l'a poursuivi jusqu'à sa mort. Il a subi plusieurs opérations qui l'ont beaucoup fatigué et il n'a pas pu travailler pendant des mois. Ça a été aussi une période difficile pour ma mère, qui a essayé de s'occuper de lui, mais qui souffrait elle-même de troubles psychiques. Si bien qu'à la fin des années 1960, elle n'a pas pu continuer. Elle est venue habiter avec moi et ma femme pendant quelques mois. Puis, elle a obtenu une place dans un établissement et elle a vécu encore plusieurs années en Suisse. Elle est morte quelques années après mon père. D'un côté, mon père était soulagé de ne plus avoir la charge de ma mère, avec tous les problèmes que cela posait. Mais d'un autre côté, il était triste que sa femme soit partie. Je travaille fébrilement chez moi, mais je suis constamment dérangé par des étrangers qui viennent frapper à ma porte et qui m'envoient un courrier de plus en plus abondant. Monsieur Mick Jagger me prie de réaliser pour lui un dessin ou de mettre à sa disposition une œuvre inédite en vue de la reproduire sur une pochette de disque. Je me vois dans l'obligation de répondre par la négative à ces deux requêtes, car j'ai besoin de tout mon temps et de toute mon attention pour honorer les engagements que j'ai déjà pris. En outre, veuillez dire à Monsieur Jagger que je ne suis pas Maurits pour lui, mais avec mes sincères salutations, M.C. Escher. Ces orgies de couleurs ont été imprimées illégalement en Californie. J'ai reçu ces exemplaires abominables par le biais d'un ami.
Ces couleurs vives sont le fait de l'éditeur qui mise très certainement sur les goûts de la jeunesse d'aujourd'hui. Ces images ont été imprimées avec de l'encre fluorescente, qui ne réagit qu'à la lumière ultraviolette. C'est du moins ce que j'ai entendu dire, je ne l'ai pas vérifié par moi-même. Ce palmier de 1933 n'avait guère connu de succès à l'époque. Mais il a été réédité récemment en poster avec des couleurs tellement criardes qu'elles vous arrachent les yeux. Je ne sais vraiment pas ce que la jeune génération peut trouver à mes œuvres. Est-ce qu'elles ne sont pas dépourvues de tout ce qui est à la mode aujourd'hui? Elles sont réfléchies et rationnelles, et n'ont rien de chaotique ni de sexy. Comment ces jeunes gens peuvent concilier ça avec l'usage de la drogue? Après tout, pourquoi ces étudiants et ces hippies californiens n'achèteraient-ils pas un poster en couleur à bas prix? Les tirages sont beaucoup plus chers. Et ils sont aussi bien trop sobres aux yeux des jeunes d'aujourd'hui. Ils préfèrent recouvrir leurs murs de couleurs criardes qui s'accordent bien aux hurlements qui sortent de leur tourne-disque. J'ai toujours essayé d'être attentif et de rester ouvert. Je n'arrête pas de regarder ce qui se fait autour de moi. Mais le travail d'Escher a véritablement transformé mon regard. Une des particularités de ses œuvres, c'est qu'elles supportent d'être étudiées avec attention. On se fait tout d'abord une impression générale, mais quand on les observe plus en profondeur et qu'on voit ce qu'il y a derrière, c'est encore plus fantastique. Escher m'a appris à voir autrement et je lui en suis très reconnaissant. Je crois que l'une de ses dernières œuvres que j'ai découvertes, ce sont ses serpents. Ce doit être l'une de ses dernières gravures. C'était déjà un vieux monsieur au moment où il l'a achevé et c'est vraiment impressionnant. Je suis très affaibli physiquement. Chaque jour, tout me prend plus de temps. Je m'occupe en faisant de nouveaux tirages de mes gravures sur bois. Je ne me sens plus assez serein pour travailler à de nouvelles idées, et je me satisfais de cette tâche familière qui me calme l'esprit. Cette tâche me donne la triste impression de devenir vieux. Sinon, qui passerait son temps à reprendre et ressasser des choses qu'il a faites il y a tant d'années? Ce n'est pas très créatif, mais ça me donne l'occasion de passer en revue toute ma production. Une des conditions pour réaliser une bonne gravure, et quand je dis bonne, je veux dire susceptible de toucher un assez large public, c'est de créer une illusion qui entretienne un lien logique et évident avec la réalité. Et je dirais qu'aucune n'est vraiment réussie pour la bonne raison que je poursuis toujours des idées qui ne sont pas réalisables. Je me suis cassé la tête à réaliser ces gravures sans jamais me donner pour objectif de créer quelque chose de beau. C'est ce qui explique que je ne me sente pas vraiment à ma place parmi mes collègues artistes qui, eux, recherchent en premier lieu la beauté. Moi, je n'ai peut-être jamais cherché qu'à étonner.